Excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque l'élection du meilleur joueur africain 2018. La cérémonie a lieu ce mardi à Dakar au Sénégal. Les trois nominés en liste, Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. La FIFA visite le Togo ce mercredi 9 janvier 2019. Gianni Infantino, accompagné de sa secrétaire Fatoumata Samoura, et Ahmad, président de la Confédération africaine de football, à Lomé pour une visite annoncée brève. Les îles Comores saisissent le TAS, le tribunal arbitral du sport, par rapport à la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour les Comoriens, le Cameroun ne doit plus jouer cette dernière journée parce qu'on a retiré la CAN de ce pays. Dingue de Sport invite aujourd'hui Angelo Folico et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Aristide Kouividien. Dingue de Sport, mise en onde au Théo à Javon, vidéo et l'homme à Dovon. Je suis Franck Nounyama. Merci de nous faire confiance, Angelo Folico, et bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Très bien, le premier sujet de ce nouveau numéro de Dingue de Sport, c'est le meilleur joueur africain 2018. L'événement a lieu ce mardi à Dakar, la capitale sénégalaise. Trois concurrents, vous les connaissez, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané et Mo Salah, présentés dans ce dossier il y a quelques minutes. Alors, qui est favori réellement, Angelo ? En favori, je dirais tout de suite Mohamed Salah, parce que il a dit si bien le confrère dans son dossier. Mohamed Salah, African Player of the Year par BBC. On a vu ce qu'il a fait la dernière saison au niveau de Liverpool. Donc, sincèrement parlant, quand on parle de chiffres et surtout de celui qui a crevé l'écran, sincèrement parlant, Mo Salah est favori devant Mané et puis Pierre-Emerick Aubameyang. Vous voyez la même chose, Grégoire Attignon ? Il y a rien à dire. Moi, je le vois. Et je dis que le gars, il est en passe donc de réaliser le doublé comme l'année dernière. Il a remporté le prix BBC et puis le ballon d'or africain. Et cette année encore, on est en train de voir la même chose. Quand vous voyez un peu les statistiques, statistiques dont on a parlé donc dans le dossier, je crois qu'il est au-dessus des autres. 44 buts, toutes compétitions confondues, 32 buts en première ligue et 10 buts et 12 buts dans d'autres compétitions. On a vu ce qu'il a fait lors de la Champions League avec Liverpool. Il a porté les Reds jusqu'en finale. Cette finale où finalement il sera blessé, qui ne va pas disputer jusqu'à la fin. On a vu également que ce n'est pas seulement en club. En sélection, il apporte également énormément à sa sélection. Il arrive toujours à sortir donc l'Égypte des grandes situations. Et c'est lui encore qui a offert, vous voyez, la qualification au Pharaon pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Comme le dirait quelqu'un, il est né pour ça. Donc je crois que on a parlé tout à l'heure dans le dossier de l'efficacité, du talent et du génie. Et je crois que lui seul, au Mohamed Salah, il rassemble tout cela. Les autres, oui, on parle de l'efficacité de Pierre-Emerick Aubameyang, on parle du talent de Sadio Mané et on parle du génie. Et voilà que Mohamed Salah, lui seul, rassemble tout cela. Donc je crois qu'il part encore avec la faveur des pronostics, mais nous ne sommes pas les votants, ce sont les entraîneurs, les sélectionneurs et puis les capitaines qui sont votants. Donc ce sont eux qui vont élire le meilleur joueur. Et je crois que Mohamed Salah est au-dessus des autres. Oui, il n'y a pas photo, dites-vous, il est au-dessus. Alors, les trois joueurs se retrouvent en première ligue anglaise. Pierre-Emerick Aubameyang du côté d'Arsenal, Mo Salah et Sadio Mané du côté de Liverpool. Alors, pour Mo Salah, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence ? On sait que Sadio Mané est un très bon joueur. Il a été deuxième l'année dernière. Pierre-Emerick Aubameyang a élevé son niveau de jeu du côté d'Arsenal. Mo Salah, mais il fait ce qu'il faut faire. Mais quel est le détail qui met devant, selon vous, le joueur égyptien ? Je pense que quand on prend toute la saison 2018 en première ligue anglaise, disputé 38 matchs et marqué 32 buts, sincèrement parlant, c'est pas chose facile, surtout pour un attaquant. On connaît des attaquants dans ce championnat. Je parle de Kun Aguero, je vais parler de qui. Il y en a plein d'autres dans les autres clubs de première ligue anglaise, mais on se rend quand même compte que chaque match est souvent difficile. C'est une épreuve très compliquée. Mais lui, sur 38 journées, il en a mis 32. Et quand on va dans les statistiques, on se rappelle que ces genres de performances, on doit remonter dans les années 92, 93, 93, 94. Et donc, c'est quelque chose qui a déjà de l'impact au niveau quand même de la performance du joueur. Au-delà de ça, il a été décisif dans les grands matchs de Liverpool en première ligue anglaise. Donc ça aussi, c'est un détail très important.
Mo Salah, c'est la finesse. C'est quelqu'un qui joue très simple, mais qui également va très très vite devant et qui apporte beaucoup plus de fluidité dans le jeu de son équipe. Je pense que tous ces petits critères-là, quoi qu'on dise, font quand même faveur. Et puis un dernier détail, je me dis que quand on voit le classement ou bien le trio aujourd'hui de ces lauréats potentiels, c'est que ce ne sont toujours que des attaquants. La dernière fois qu'on a vu un défenseur être en lice pour un ballon d'or africain, même ballon d'or mondial, il faut remonter très très loin. Donc ça veut dire que l'Afrique a toujours cette habitude. Est-ce que ça ne va pas frustrer les autres joueurs, par exemple les défenseurs, les milieux, par exemple Khalilou Koulibaly de Naples, qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde, ne figure pas, n'est pas, on va dire, dans la liste finale. Oui, ça frustre toujours. Un peu le même débat comme au niveau du ballon d'or entre guillemets mondial, parce que on ne veut que donner du mérite à ceux qui nous font rêver, qui nous font sauter de notre canapé ou qui nous donnent de l'adrénaline. Et bien à un moment donné, moi j'ai toujours dit, je continue à le dire, qu'il va falloir créer un ballon d'or pour chaque poste, parce que il y a toujours un meilleur. Que vous prenez les gardiens de but, il y a toujours un meilleur. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui qu'en Afrique, il n'y a pas de gardien? Il y a un meilleur gardien. Quand on voit les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou du Mondial dernièrement, on peut quand même sortir un meilleur gardien de l'Afrique. Même chose au niveau des défenseurs, des latéraux, des milieux de terrain, mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Et puis, je voudrais relever une chose. Quand on parle de sport, eux tous évoluent dans quel championnat? Championnat anglais. C'est en Angleterre, surtout en Europe. Ça veut dire tout simplement que durant plusieurs années, l'Afrique a eu du mal à avoir un joueur évoluant sur et à gagner ce ballon d'or. Donc ça pose la réelle question de la médiatisation de nos championnats, de l'organisation de ce que nous faisons compétition footballistique. S'il faut s'en remettre à des joueurs, sincèrement parlant, pour moi, ça pose une réelle question et on doit en débattre. Oui, Aristide Covidien, bonne arrivée. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, entre Mo Salah, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, qui choisirez-vous pour le ballon d'or africain? Mo Salah, je crois qu'il est bien parti d'ailleurs pour remporter cette année encore, on va dire, ce ballon d'or. Même si je ne suis pas forcément dans le secret des dieux pour savoir... Est-ce qu'il a fait plus que Sadio Mané, son coéquipier de Liverpool, et Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal? Oui, vous savez, la question peut être reposée aujourd'hui, mais je crois que quand vous prenez ces deux joueurs, moi personnellement, par rapport au palmarès du joueur et même ce qui lui est arrivé lors de la dernière finale de la Champions League, en finale évidemment, où il s'est blessé à l'épaule, je crois qu'au-delà de tout, il a il a eu un parcours extraordinaire tout au long de la première ligue anglaise la saison dernière. Et au-delà de ça, lors de la Coupe du Monde, vous savez qu'il était très attendu, de même que Sadio Mané, mais le problème n'est pas aujourd'hui de comparer les deux joueurs, parce qu'aujourd'hui, il y a même le débat entre amis faisait croire en tout cas que aujourd'hui Sadio Mané était quand même mieux placé pour pouvoir remporter ce ballon d'or comparativement à son coéquipier de Liverpool. Je vous dis, et je l'ai toujours dit lors de la Coupe du Monde, si vous vous rappelez, Sadio Mané c'est un joueur, Mo Salah c'est un joueur qui a eu le temps de se préparer. Il a vu jouer Emmanuel Adebayor, il a vu jouer Didier Drogba, il a vu jouer Yaya Touré, il a vu jouer El Hadji Diouf, plein de joueurs africains qui l'ont inspiré, et donc il a eu le temps par exemple de préparer ce qu'il est en train de gagner aujourd'hui. Moi, je crois que au-delà de tout, je ne serais pas surpris de le voir remporter, comme je l'ai dit, ce ballon d'or. Et s'il le gagne, évidemment, demain, ça veut dire tout simplement qu'il sera le 4e, il me semble, le 4e joueur africain à le remporter 2 fois de suite. Après, évidemment, notre cher ami El Hadji Diouf, après Samuel Eto'o, après Yaya Touré également, qui est un milieu de terrain aussi, qui a réussi à gagner ce ballon d'or. Vous parliez tout à l'heure des attaquants. Yaya Touré est un milieu de terrain, il fait partie donc de ces rares milieux de terrain, voilà, qui a réussi également à gagner ce ballon d'or. Et bien, mais au-delà de tout, si je dois donner un avis de supporter, je souhaiterais quand même que la fête soit beaucoup plus belle à Dakar demain en voyant notre cher ami Sadio Mané gagner le trophée chez lui. Mais de toute façon,
il faut tenir compte également des réalités. Des gens sont en train de voter. Et puis, je suis parfaitement d'accord avec ce que disait tout à l'heure Angelo Folli, que par rapport au titre même, c'est-à-dire on dit ballon d'or africain, mais la plupart du temps, c'est des joueurs qui évoluent dans un championnat étranger. Aujourd'hui, vous savez que la Première Ligue est le meilleur championnat au monde. On en est pour preuve, lors de la dernière Coupe du Monde, c'est un championnat qui a réussi à placer 107 joueurs avec les Sky Blues qui ont réussi à placer 16 joueurs donc, dans cette compétition. Ce n'est pas rien. Ça veut dire tout simplement que ça doit donner quand même des réflexions aux autres sur les autres continents. Je voudrais parler précisément de l'Afrique parce que là, il nous reste énormément du travail. Oui, un sujet qui revient aussi, on parle de meilleurs joueurs africains, mais souvent, c'est ceux qui évoluent dans les championnats européens qui ont le ballon d'or. Mais Angelo parlait, par exemple, tout à l'heure de l'organisation de ce championnat en Afrique, de la médiatisation des compétitions en Afrique. Est-ce que c'est ça qui fait le problème? Je suis d'accord avec Angelo quand il a parlé de la médiatisation de nos compétitions. Oui, mais Franck, sur quelle chaîne on suit le championnat égyptien? Sur quelle chaîne on suit le championnat marocain, le championnat sénégalais ou le championnat sud-africain? Mais il semble que les championnats maghrébins sont les mieux organisés du continent. Ils sont les mieux organisés, mais sur quelle chaîne on arrive à regarder ces matchs-là? Mais c'est ça. Aujourd'hui, quand on parle du championnat d'Angleterre, quand on parle du championnat espagnol, quand on parle du championnat français, on arrive toujours et vous allez voir qu'à chaque week-end, vous allez voir les gens bloqués derrière quelque part. Ils sont en train de regarder les matchs des championnats européens. On ne dit pas qu'ils sont en train de regarder les matchs des championnats africains. Non, c'est les matchs des championnats européens. Ça manque de publicité. Et quand vous voyez un peu, moi je me dis, quand vous prenez un peu la CAF, comment est-ce qu'on arrive à désigner les joueurs pour cette cérémonie de CAF Awards? Quand vous prenez les joueurs qui sont sollicités ou bien qui sont désignés, c'est des joueurs qui ont participé à des compétitions continentales. La Ligue des Champions, la Coupe CAF, ce sont des joueurs qui ont participé à cette compétition que la CAF arrive à désigner parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, on constate que après ce qu'on avait, la première liste qui était sortie, ensuite, il y a une nouvelle liste. Aujourd'hui, c'est les trois. Et les trois se retrouvent dans le même championnat. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Koulibaly, Khalilou, mais finalement, qui n'est pas retenu parmi les meilleurs, qui n'était même pas d'ailleurs retenu. C'était le débat. Donc, je crois que quelque part, on n'arrive pas véritablement à faire notre propre politique. Je voudrais parler de la Confédération africaine de football. Oui, on parle de la CAF Awards, mais on s'intéresse beaucoup plus à ces joueurs-là qui sont sur le championnat européen. On parle des joueurs africains, mais au même moment, je ne vois pas. Je crois qu'entre-temps, c'était dit, oui, c'est vrai qu'il y a un joueur sur le plan international qui est désigné comme joueur africain de l'année, mais il y a également une distinction qui est donnée à celui-là qui est le meilleur sur le continent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. C'est seulement le prix du meilleur joueur africain de l'année et qui est décerné à tel joueur. Et on voit que c'est souvent ceux-là qui sont en Europe qui arrivent toujours à gagner. Donc je me dis que quelque part, c'est la CAF même qui n'arrive pas à bien faire sa politique. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus de joueurs africains évoluant sur le continent. Oui, en 2008, je me rappelle entre 2007-2008, le prix qui était revenu à Emmanuel Adebayor, beaucoup disaient que c'était pour l'Égyptien Mohamed Aboutreka. Bon, mais au finish, c'est Adebayor qui l'a remporté. Adebayor qui évoluait à l'époque en Angleterre. Arsenal qui l'a remporté. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Je me dis que c'est la Confédération africaine de football qui n'arrive pas à gérer sa politique. Oui, Prosper Agboklou, avant de retrouver Aristide, bonne arrivée. Merci. Tout va bien. On a bien commencé la semaine. C'est toujours ça. Oui, le meilleur joueur africain va être élu ce mardi dans la capitale sénégalaise, Dakar. 3 concurrents, Sadio Mané, Mo Salah, Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, je pense que je ne vais pas prendre le contre-pied des autres. Ils ont été dans les détails. Mo Salah est favori? Mo Salah est favori. Oui, pourquoi? Par rapport à son influence sur le jeu de son équipe de Liverpool, de l'équipe d'Égypte, par rapport à sa carrure tout au long de ces 2 dernières saisons. Je crois quand même que lui octroyer ce ballon n'est pas quand même de la tricherie. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas le mérite. Sadio Mané, je rejoins Aristide qui disait quand même que si on pouvait le lui octroyer à domicile, c'est une bonne chose. Mais quand vous poserez la question à Sadio Mané lui-même, il vous désignera
Salah, sûrement. C'est vrai. Parce que sur le plan médiatique, Salah fait quand même beaucoup parler de lui. Même en Coupe du Monde blessé, il a marqué 2 buts. Il a été encore le meilleur buteur égyptien, même blessé, très diminué. Il a marqué 2 buts pour l'Égypte, même si son équipe n'a pas franchi le premier tour. Donc je crois que tous les ingrédients sont en sa faveur, les signaux sont en sa faveur. Il le mérite. Autant, moi j'étais très remonté lors de la finale, lorsqu'il a été blessé par Sergio Ramos. Sinon, il aurait pu peut-être ce jour-là, s'il était dans sa forme totale, faire quelque chose, même malgré de cette finale-là. S'il était là, on pouvait quand même mieux juger plutôt de la finalité. Est-ce que vous, à votre niveau, vous comprenez les raisons pour lesquelles le meilleur joueur africain évolue toujours dans les championnats étrangers, surtout européens? Oui, non, il ne faut pas aller chercher loin, c'est la colonisation, elle continue. Ça aussi, c'est la colonisation? Oui, c'est ça. Ou bien on ne sait pas bien organiser les choses ici. Vous pensez que les Européens veulent que les choses se passent ici, comme chez eux? Non, mais organisez-vous. Mais on va s'organiser en s'appuyant sur qui? C'est ça le problème. Les Européens, ils s'appuient sur quoi pour... Ils sont je dirais, ils ont dans l'esprit qu'on appelle l'esprit d'hégémonie. C'est-à-dire que... Et les Africains sont dépourvus de cet esprit-là. Quelle analyse nous-mêmes? Pourquoi voulez-vous toujours accuser les autres? On ne les accuse pas. Oui. On ne les accuse pas parce qu'on doit les accuser. Regardez un peu, jugez un peu sur les documents de la colonisation. C'est-à-dire que tout ça rentre un peu dans tous les secteurs. Lorsque les Européens verront que, regardez l'attribution des grandes compétitions mondiales, pourquoi est-ce que c'est seulement l'Afrique du Sud qui est un peu plus développée sur le plan technologique? C'est parce que là-bas, il y a les Blancs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Noir voulait peut-être prendre un peu de la hauteur, il y a quelque chose qui vient pour comme on appelle... Est-ce que ce n'est pas des idées reçues? Non, ce n'est pas des idées reçues. Regardez à peu près, quand vous interviewez tous les joueurs sur le plan national ou international, ils vous disent quoi? Mon ambition, c'est d'aller jouer où? En Europe. En Europe. Ils ne vont jamais... Oui, l'ambition de tout le monde. Peut-être si les championnats sont bien organisés, plus d'argent, les joueurs vont rester. Vous pensez, on va trouver l'argent où tout vient de là. Moi, je te dis, quelle que soit la manière dont les Africains vont se débattre, depuis que vous pensez que les Eto'o, les Drogba et qu'on appelle et autres ne méritaient pas de gagner le Ballon d'Or, outre Georges Weah en 1995, ils méritaient bien de le gagner. Regardez ce que Eto'o a fait en 2009, je pense. En 2009, il a été, comme on appelle, le Pichichi. Il a gagné un certain nombre de titres avec Barcelone, mais en fait de compte, à qui on a remis le truc là. Et Blatter avait instauré cette dictature-là que de regarder rien que Ronaldo et Messi. Et à partir de là, d'autres joueurs ont pris du recul, se disent, mais après, quelles que soient nos performances, c'est Ronaldo ou bien Messi qui vont gagner. Okay. Et regardez le cas du français, qu'on appelle... du Bayern. Non, Ribéry. À un certain moment donné, regardez à peu près, il y a des joueurs qui se sont dit, mais après tout, c'est ça. Donc, la dictature vient de là. Et ce qui fait qu'en Afrique même, on est un peu borné par rapport à ce qu'on doit faire. Bien, et ça ne marche pas. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose à Aristide? Oui, c'était par rapport toujours au même aspect du sujet. Moi, je crois fondamentalement que quand vous regardez un peu la façon dont même les choses sont organisées, vous comprendrez certainement que le trophée en lui-même porte déjà les germes de ces critiques. C'est-à-dire? Oui, CAF Award ou le Ballon d'Or africain, l'initiative est d'ailleurs venue des Français. Ce n'est pas les Africains qui ont d'ailleurs pris cette initiative d'ailleurs de récompenser le meilleur joueur africain. Pourquoi dites-vous ça? Le prix, dans les années 90, était attribué par France Football. Ce n'est pas les Africains qui ont pris cette initiative. C'est les Français qui ont décidé les joueurs africains. Mais pourtant, il y avait des Africains. Ils faisaient quoi? Ils dorment? Je ne sais pas. C'est aujourd'hui quand même le lieu de reposer cette question parce que en réalité, si nous sommes là et que d'autres personnes viennent conquérir notre marché, je crois que ça doit donner à réfléchir. L'autre aspect, c'est quoi? Je l'ai toujours dit.
Aujourd'hui, le public sportif ne se fait plus prier à prendre d'assaut les stades ou à s'abonner aux plus grands sites sportifs parce qu'ils connaissent aujourd'hui un certain Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann, pour ne citer que ces joueurs. Aujourd'hui, quand vous prenez les spectateurs, ils savent que dans d'autres championnats, il y a ces meilleurs joueurs. Donc, ils auront envie, par exemple, de regarder la télé. Et donc, à partir de ça, les chaînes européennes ont quand même une part du marché. En venant, par exemple, vous demander de vous abonner, etc. Nous sommes obligés de le faire parce que vos joueurs sont là-bas. Nous sommes obligés, par exemple, de regarder parce qu'on a envie de voir Cristiano Ronaldo, on a envie de voir Mo Salah, on a envie de voir, par exemple, Mané et tous les autres. Et tous les autres. C'est ça aujourd'hui le vrai problème. Parce que ça y est, les Européens ont anticipé les choses. Ils ont bien compris que, oui, l'Afrique a quand même une part de marché énorme qu'il faut déjà conquérir. C'est ça. Aujourd'hui, pour résoudre ce problème, moi, je crois fondamentalement qu'il faut que l'Africain repense autrement, disons, sa façon d'encourager les siens. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut donner une certaine visibilité à nos joueurs, on n'a qu'à créer un prix typiquement africain. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur joueur africain, mais tant que tu évolues dans l'autre championnat, tu ne mérites pas. Ça peut être le premier aspect. Le deuxième aspect, ça concerne évidemment le corps électoral. Regardez tous ceux qui votent, tous ces entraîneurs. Quand vous prenez la part, c'est-à-dire la majorité de ces personnes qui votent sont des Européens. La majorité de ces personnes, de ces joueurs, de ces entraîneurs qu'on sollicite sont des Européens. Ce ne sont pas des Africains. Donc, ce qui voudrait dire tout simplement que quand vous prenez ces personnes, elles auront certainement envie de promouvoir leur championnat et non le championnat africain. Bon, voilà, malheureusement, c'est ça. Donc, pas de doute là-dessus, Angelo. Mardi, dans la capitale sénégalaise, ce ne sera pas Sadio Mané, mais Mo Salah. Non, mais... Heureusement que le trophée ira dans un même club, c'est-à-dire que Liverpool. Mais au même moment, à côté, je pense qu'il y a un coup de gueule à pousser par rapport à cette cérémonie des Haïti au CAF Award. Avant, c'était Glo CAF Award, maintenant qui a changé de nom. C'est quand même l'État du Sénégal qui débloque une enveloppe de 1 500 000 $ à la Confédération africaine de football pour organiser une telle cérémonie. Franck Nounyama. Mais ça veut dire quoi finalement? C'est incroyable. C'est-à-dire que le pays, certes, qui vous accueille, qui vous donne sa salle extra large, VIP avec toute la logistique, vous donne encore de l'argent pour organiser une telle cérémonie. Moi, je dis qu'à un moment donné, ce n'est pas normal. La CAF et les autres instances dirigeantes du football mondial, ce sont des institutions qui ont énormément d'argent. Je vais parler du CIO, je vais parler de la FIFA, de la CONCACAF, des autres confédérations. Elles ont énormément d'argent, sans oublier l'UEFA. Mais pour moi, c'est encore au pays hôte de vous donner autant d'argent, si ce n'est... 750 millions. Vous imaginez, c'est beaucoup d'argent. Et Pape Diouf même a poussé un coup de gueule là-dessus. Cet argent pourrait peut-être servir à la Fédération sénégalaise de football, de peut-être rénover d'autres stades, ou bien financer des activités sportives, mais ça n'a pas été le cas. Mais on a comme l'impression que cette Confédération africaine de football a quelques difficultés, ou bien semble avoir quelques difficultés. Ahmad, c'est à l'image du président. Ne fait pas bien les choses visiblement. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est un monsieur... quand je l'ai étudié, je me dis qu'il veut faire comme Gianni Infantino. Parce qu'on ne peut pas comprendre que durant plusieurs années, par exemple, qu'on ait souvent la CAN chaque 2 ans chez nous en Afrique, ce qui a été instauré pendant plusieurs décennies, ça a été toujours comme ça. Au mois de février, janvier-février, la CAN se disputait. Tout de go, après son élection, on avance la CAN en juin-juillet. On parle d'une CAN à 24 pays. Et après... Sans rien préparer. Merci beaucoup. Et puis derrière, pour terminer, on délègue ou bien on décale les années d'organisation de CAN. C'est pas normal. Aujourd'hui, la CAN 2023, je pense, a été donnée à la Côte d'Ivoire, 2025 à la Guinée, 2021, on parle au Cameroun, 2019 pour l'instant, demain, on ne sait pas. Ou bien mercredi, on saura. C'est un cafouillage total au niveau de cette confédération. En tout cas, on a ouvert un autre sujet par rapport à la Confédération africaine de football qui semble se tirer, on va dire, une balle dans les pieds avec cette organisation des CAN, les retraits par-ci, des attributions par-là. On ne maîtrise pas forcément les choses. Et par rapport au retrait de la CAN au Cameroun, il y a un article au niveau de la CAF qui dit, lorsqu'on retire la CAN dans un pays, on va dire, dans un pays, le pays est ensuite sanctionné, puis amendé. Mais
la dernière journée, les îles Comores qui entendent participer à leur première Coupe d'Afrique des Nations, jouent contre le Cameroun. Si le Cameroun avait été sanctionné ou bien les règles ont été appliquées, le Cameroun ne devrait pas jouer cette dernière journée. Et les Comoriens ont saisi le tribunal arbitral du sport. Oui, et tout à l'heure, Angelo parlait de cafouillage au sein donc, de la Confédération africaine de football. Je crois que c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, on a pris cette décision de retirer l'organisation de la CAN au Cameroun sans penser d'abord aux conséquences. Je me dis, quand on prenait cette décision, est-ce qu'on avait quand même un plan B? Est-ce qu'on avait déjà ce plan B-là? Aujourd'hui, on ne sait même pas encore ce pays-là qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Pour le moment. L'Égypte, pas sûr, parce que l'insécurité est toujours d'actualité. Voilà, peut-être l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est l'Afrique du Sud qui va encore prendre l'organisation. La CAF, en prenant cette décision, est-ce que véritablement, vous avez évoqué tout à l'heure un article. Est-ce qu'on a pensé à cet article-là? Est-ce qu'on savait on savait que oui, que si on retirait l'organisation Cameroun, on allait sanctionner le Cameroun n'allait même pas disputer la dernière journée des éliminatoires et que le Cameroun ne doit plus participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Bon, du moins à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on avait pensé à cela? Non, on n'avait pas pensé à cela. Aujourd'hui, la CAF ne rattrape pas cette histoire. Moi, je suis parfaitement d'accord avec les ICOMO qui saisissent le TAS pour quand même exiger le droit. Oui, il faut exiger le droit. Moi, déjà, quand on évoquait le retrait du Cameroun, oui, je me dis que quelque part, le Cameroun n'était pas véritablement prêt pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Si le Cameroun n'était pas prêt, alors il faut sanctionner le Cameroun. Maintenant, on a attribué la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire. Pourquoi retirer maintenant cette CAN 2021 à la Côte d'Ivoire et la remettre maintenant au Cameroun? Et là également, la FIF a saisi le TAS. Voilà, donc je veux dire que donc, la CAF maintenant est pris entre plusieurs fédérations et je crois que ça risque de créer un problème au prochain congrès de la Confédération africaine de football. Moi je dis, Ahmad, oui, nous tous on évoquait, on parlait du renouveau, on parlait du changement au sein de la Confédération africaine de football, mais on voit que quand il est arrivé, c'est de la pagaille totale au sein de cette confédération. On prend des décisions qu'il ne faut pas prendre. Il y a des dossiers qui sont là, on doit traiter ces dossiers. On n'arrive pas à traiter ces dossiers-là. On pense beaucoup plus à autre chose. Aujourd'hui, il est derrière Gianni Infantino qui fait une tournée en Afrique, oui, alors qu'il y a des décisions. On nous dit qu'on doit c'est le 9, c'est-à-dire mercredi, qu'on doit connaître le pays là qui doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Au même moment, Ahmad sera nommé avec Gianni Infantino. Oui, en tout cas, oui. Prosper Agboklou, oui. Beaucoup disent que les Comoriens ont raison d'avoir saisi le TAS parce que là, dans une déclaration du numéro 2, celui qu'on appelle le numéro 2 actuel de la CAF, Constant Omari, il avait dit quelque chose qui pourrait véritablement inquiéter les Comoriens. Parce que là, il semble que les choses se préparent pour que le Cameroun, en tant que tenant du titre de la CAN, ne soit pas obligé ou bien ne soit pas éliminé finalement. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Côté arbitrage, il semble que tout est préparé. Bon, on ne peut pas confirmer, ce sont des hypothèses. Oui. Mais vous savez, les agitations de Ahmad laissent quand même entrevoir une façon pour ce personnage afin de pouvoir effacer les traces de Issa Hayatou. On a comme l'impression que quand il est arrivé, il a voulu effacer tout ce que... Est-ce que c'est comme ça qu'on efface les traces de son prédécesseur? Je crois que ici est mal pris pour le faire, étant donné que derrière, ce sont les anciens adjudants d'Hayatou, qui sont Constant Omari. Il était avec Hayatou. Donc, j'ai l'impression que ils sont en train de l'enfoncer. C'est l'impression que je trouve. Ils n'arrivent pas à l'aider vraiment. Donc, ils ont eux-mêmes des dossiers. Des dossiers, je dirais, sales. À mon avis, qu'ils voulaient tout simplement camoufler. Et quand vous voyez à peu près, la dernière fois, on l'avait interviewé, Constant Omari, on l'avait interviewé chez nos confrères de RFI, qui disaient que depuis qu'eux, ils sont arrivés avec la nouvelle gérance de la FIFA, ils n'ont jamais voulu parler de Issa Hayatou, de la gérance de Issa Hayatou. Comment est-ce qu'on peut faire tirer une corde sans la faire au bout de l'ancienne?
C'est ça le problème. Donc, ce qui fait que il voulait créer un monde nouveau par rapport à la gestion, à la nouvelle gestion, à la nouvelle gérant de la CAF. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pris de court et ils n'ont même pas, comme Grégoire l'a dit, la quintessence même, les conséquences. Ils n'ont pas mesuré les conséquences des actes qu'ils sont en train de poser en retirant la CAN in extenso de cette manière. D'abord, on peut dire que le motif sur lequel ils se sont basés pour retirer la CAN n'est pas bien fondé, d'autant puisque c'est en cours de jeu qu'ils ont changé la feuille de route. C'était à 16 et subitement on est parti à 24 et on a prolongé le délai donc, des éliminatoires sur près d'un an, la compétition sur près de 6 mois et puis on est rentré un peu dans un enclos sans issue. Mais pourquoi le Cameroun ne pouvait pas dire non? J'ai déjà commencé avec 16. Laissez-moi le temps de terminer les 16 et aller voir ailleurs avec 24. Vous savez, c'est ça que je dis. L'Afrique même, c'est les incertitudes. On ne comprend pas le jour où on a retiré, au Ghana, on a pris la décision de retirer la CAN. On a attendu pratiquement 3 ou 4 jours avant d'entendre le ministre de la Communication, Tirouma, se prononcer sur le sujet, condamnant la CAF de faire ci. Après, il n'y a plus de suite. Donc je crois que parfois on est aussi complice de la situation. Donc je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça, mais quelque part, c'est pourquoi je te dis tout de suite, est-ce que vous pensez que dans cette situation, on peut avoir confiance à l'Afrique pour lui plutôt octroyer l'organisation d'une grande compétition, si ce n'est l'Afrique du Sud et autres. Le Maroc a tenté ça plusieurs fois, on n'a jamais accepté. Donc je crois quand même que nous sommes la source de nos maux. Le mal dont nous souffrons, nous sommes nous-mêmes. Il y a des Africains eux-mêmes. Mais je voudrais rapidement renchérir par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Je pense que dans l'histoire de l'organisation des grandes compétitions, il y a toujours eu une certaine solidarité sous-jacente qui ne dit pas son nom. On se rappelle du Mondial 2014 au Brésil. Même à 1 heure du coup d'envoi du Mondial, certains stades n'étaient pas prêts. Même certains, je ne sais pas moi, d'autres... C'est en pleine compétition qu'on vient terminer les travaux. En 2018, même en Russie récemment, il y a eu également des retards sur l'exécution de certains travaux. Mais vous allez remarquer que la FIFA ou l'UEFA, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté, sont toujours très unis en matière de protéger les uns les autres parce qu'il y a un intérêt commun à pouvoir quand même partager. Sauf qu'en Afrique, on a souvent l'habitude d'être désunis, d'aller chacun de façon en rang dispersé. Voilà pourquoi, par exemple, le cas du Cameroun se révèle aussi quand même préoccupant. Je pense que si Ahmad, avec tout son comité exécutif, ayant rencontré Paul Biya et tout le gouvernement camerounais, pouvait encore donner ne serait-ce qu'un certain temps minimum au Cameroun, de mieux se préparer et d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Ceux qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon récemment ont même témoigné que dans certains stades, mais il y avait encore des caterpillars, des travaux qui se faisaient pendant la compétition. La pelouse n'était même pas prête. Oui, on a... Et donc, sincèrement, tant qu'on ne sera pas unis en Afrique, on n'ira pas loin. Bien. En tout cas, on va... Oui, Aristide, avant de changer de sujet. Oui, moi je pense quand même que le président Ahmad n'est pas bien entouré. Il est peut-être entouré des gens qui visent plutôt leur propre intérêt au lieu de chercher l'intérêt supérieur. C'est ça, ça dit que ceux qui sont là visent plutôt leur propre intérêt, autant d'Ayachou également. Oui, au lieu de chercher l'intérêt supérieur de l'Afrique ou des nations. Vous savez, c'est vrai que dans le football aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les politiques, c'est-à-dire on ne peut pas faire sans l'homme politique. Parce que c'est vrai que le politique, lui, il est là pour faire sa politique. Et donc, au-delà de cet aspect, il faut quand même comprendre qu'il y avait au moins, disons, quelques pistes à explorer pour trouver une solution. Moi, si j'étais peut-être dans les sillages ou autour de ce monsieur Ahmad, de ce Malgache, je lui conseillerais par exemple de ne pas peut-être forcer à jouer une CAN à 24 cette année, c'est-à-dire en 2019. Rien ne nous oblige à jouer la CAN à 24. D'ailleurs, au moment où on attribuait cette compétition au Cameroun, ce n'était pas dit que la compétition devait être jouée à 24. C'était en 2014. Sur 16. Oui, ils sont partis sur 16. Donc c'est pour ça que je dis, on peut toujours partir sur cette base en disant simplement que, ok, nous allons observer peut-être
cette année 2019 comme une année de transition. D'ailleurs, vous rappelez, au temps où on devrait quand même changer l'organisation de la CAN pour l'organiser lors des années impaires, il a fallu qu'on organise la CAN zambienne en 2012 et en même temps en 2013 en Afrique du Sud. Voilà, c'est des cas, c'est des choses palpables. Et puis je pense quand même que ça a été bien géré, ça a été mal géré cette histoire. Au-delà de ça, on avait une autre possibilité. C'était par exemple de demander au Cameroun, à l'allure vont les choses, nous avons l'impression que vous pouvez ne pas être prêt au moment opportun. Nous allons peut-être associer un autre pays de l'Afrique centrale. Peut-être une fois encore, en cas de force majeure, le Gabon qui a déjà eu à organiser une co-organisation, ou encore la Guinée équatoriale qui a déjà organisé en 2013 et en 2015. Et je crois qu'il y avait quand même de la place pour quand même trouver des compromis. Mais on l'a pas fait. Oui, oui. Comme je l'ai dit, il y a l'intérêt. Voilà. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du football africain, mais pour leur intérêt personnel. Non, sinon il y avait quand même des moyens pour pouvoir gérer cette situation. Voilà, on aura parlé de ce sujet. Pour l'instant, beaucoup pensent que c'est le cafouillage dans le bureau exécutif dirigé par le malgache Ahmad Ahmad. Et nous parlons donc de la visite de Gianni Infantino à Lomé. C'est le mercredi prochain, le mercredi 9 janvier. Il est accompagné de sa secrétaire Fatoumata Samoura et puis du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. On parle d'une visite qui sera très brève, 5 heures. Il va arriver en début de soirée et puis il partira dans la nuit pour, on va dire, le dernier pays qui va l'accueillir pour cette tournée. C'est le Bénin, le 10. Voilà, avant, il était en Guinée, où ils ont eu à visiter beaucoup de choses. Ils étaient aussi en Gambie ce lundi. Et puis, mercredi, ce sera le tour du Togo. Mais entre-temps, mardi, il sera du côté de Dakar pour la cérémonie de CAF Award d'Angelo Folikoué. Alors, Gianni Infantino à Lomé, au Togo, qu'est-ce que ça peut donner ? Eh ben, je pense que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle dans le sens où quelqu'un qui connaît l'administration du football mondial, passé par le secrétaire général de l'UEFA, qui a pris la place de Michel Platini, qui était embourbé dans des situations compliquées que l'on connaît tous, aujourd'hui président de la FIFA. Je pense, premièrement, qu'il doit être là pour échanger avec d'abord le président de la République, naturellement. De quoi? Échanger de quoi? Du football en général, voilà, de l'administration de ce football, la gestion de ce football chez nous au Togo, parce que Aristide a dit quelque chose de très pertinent, de très très important. Quel que soit le pays dans lequel on se trouve, le foot ne peut jamais marcher sans la politique. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'ils vont échanger. Maintenant, est-ce que son passage va apporter quelque chose de concret au niveau du changement de l'administration de ce football-là? Là, il y a un point d'interrogation. J'espère que peut-être en discutant avec le président de la République, il y aura, qui sait, des projets qui vont naître dans les mois à venir. Sauf que chez nous, on n'a pas forcément des infrastructures qui doivent nécessairement le contenter, surtout d'aller voir. En Guinée, par exemple, il est allé à la fédération, il est passé sur certains chantiers, par exemple, un stade au niveau de la Guinée, et puis un centre sportif. Qui est construit par le président d'Oroya. D'Oroya, M. Soiré, un richissime homme d'affaires. Mais chez nous, honnêtement, qu'est-ce que nous avons, à part peut-être le stade de Kégar? Il y a la Fédération togolaise de football, on peut aller visiter, non? Il y a le stade municipal qu'on peut visiter. D'accord, ce sont... Le stade de Kégué est en travaux. Il est en travaux, soit. Ce sont des choses assez parlantes que vous évoquez. Mais je pense que, en ce qui concerne moi, mon analyse, j'aimerais vraiment que son passage laisse des traces positives. C'est-à-dire que pour ceux-là qui n'ont pas souvent la matière grise en matière de gestion du football, de l'administration du football, puissent apprendre quelque chose. Nous avons souvent en Afrique des fédérations qui sont très mal gérées. Il a même dit en Guinée, il y a un certain nombre d'argent qui a disparu au niveau de la FEGIFOOT, et il disait comme quoi si jamais, ou s'il s'avère que ces sommes aussi importantes ont disparu, il faut que la justice fasse son travail. Ça veut dire qu'il est dans la transparence, et cela aussi s'impose à nous.
À notre niveau, on sait très bien qu'on est en train de vouloir ressortir d'une certaine léthargie. Et j'espère que demain, bien mercredi, lorsqu'il va rencontrer le président de la Fédération togolaise de football et le comité exécutif, il y aura des échanges assez francs. Et surtout qu'on ait, comme on l'a dit un peu plus tôt, le plan forward là, qui malheureusement au Togo ne prend pas encore au corps, qu'on puisse l'avoir. Parce que c'est important, le football des jeunes. La FIFA aujourd'hui met beaucoup plus l'accent dessus. Et surtout le football féminin, qui est, à mon humble avis, aujourd'hui arrêté, mis dans les oubliettes. J'espère qu'après son départ, qu'on puisse quand même enclencher tous ces programmes. D'accord, on espère qu'on va lui parler du cambriolage et on va lui expliquer la somme perdue, parce que depuis là, il n'y a plus rien. On n'a plus suivi ce que ça a donné. Oui, vous n'êtes pas... très, j'allais dire, c'est un événement pour vous, ça ne donnera rien. Vous ne pensez pas que le Togo puisse tirer quelque chose de ce passage, on va dire, de Gianni Infantino ici? Bon, moi, je l'ai dit et je l'ai répété, quand vous scrutez un peu sur le site de la Fédération béninoise de football, au moins, on a laissé quelques motifs de la présence. Oui, le programme, voulez-vous dire. De la présence de Gianni Infantino. Ici, c'est un blackout. Oui, ici, les grandes lignes ont été données. Il va s'entretenir avec les plus hautes autorités. Il va rencontrer les responsables de clubs. Bon, pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une conférence de presse, peut-être. Pour quel motif? Mais pour quel motif, comment? C'est-à-dire que, vous savez, c'est une visite officielle. J'ai dit, ce n'est pas une visite de concubinage. On est comme on appelle, dans un monde de lumière. Tout ce qui se passe aujourd'hui, même dans le petit coin du lit, on le voit sur les antennes. Voilà. Vous avez les grandes lignes de ce qui va se passer. Il ne va passer que 5 heures peut-être ici. Rien que 5 heures chez nous. Bon, moi je reste dubitatif. Parce que la dernière fois qu'un responsable de la FIFA est passé au Togo, vous savez ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, quand on vient, on ne nous dit rien. Vous pensez que Gianni Infantino ira à Paris, à Bonn, à Berlin, qu'on ne nous décline pas l'objet de sa visite auprès des autorités? On viendra chez le chef de l'État. Est-ce qu'on a déjà envoyé... Si on me dit, sur invitation du chef de l'État, le président de la FIFA, et le secrétaire général de la FIFA et le président de l'État arrivent, c'est dire que ce sont les autorités togolaises qui ont un projet, à mon avis, qu'ils ont envoyé et ils l'ont invité à venir discuter avec eux. Maintenant, on apprend que c'est la FIFA qui a fait la démarche pour arriver. Avec quoi? Il va falloir que depuis là, il ne faut pas qu'on nous... C'est-à-dire que cette intention-là... Pour vous, je reste toujours sur votre position. Est-ce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure? On n'a même pas d'infrastructure, rien à visiter. Vous jouez sur quoi? On partira de l'aéroport, il y aura la présidence et après... Moi, je crois que Angelo a dit quelque chose de pertinent. Il va falloir que cette visite du président de la FIFA profite véritablement au Togo. Oui, même si c'est 5 heures, il va passer à Lomé. Peut-être que c'est son emploi du temps qui lui permet quand même de passer ces 5 heures-là à Lomé. Je crois qu'il va rencontrer le chef de l'État. Moi, ce que je voudrais qu'on nous ressorte de cette visite, que quand Gianni Infantino va visiter le Togo, quand il va partir, qu'on ressente véritablement qu'il est passé, il est véritablement passé par Lomé avant de finir sa tournée au Bénin. C'est-à-dire qu'on ressente un peu son départ, qu'on ressente quelque chose. Les retombées de son passage à Lomé. C'est ce que moi je voudrais, parce que quand il va rencontrer le chef de l'État, je crois que même si c'est 1 heure de temps, si c'est 30 minutes, il va faire avec le chef de l'État, ils vont se dire beaucoup de choses. Le chef de l'État, on suppose que jusqu'à présent, il ne maîtrise pas grand chose par rapport au football. Vous pensez? C'est faux. Non, je dis. Non, je ne dis qu'il ne maîtrise pas grand chose par rapport au football. Le chef de l'État a tapé dans le ballon, hein, au collège. Écoutez, il est supporter de Barcelone, de Bayern. Hein? Non, je ne refuse pas. Les gens tapent dans le ballon, mais aujourd'hui, quand vous leur posez des questions par rapport au football, ils sont capables de répondre. Donc, je me dis que le chef de l'État va beaucoup plus savoir sur comment est-ce que ça se gère au niveau donc du football mondial. Comment est-ce qu'on arrive à organiser? Gianni Infantino va peut-être lui dire, oui, chaque année nous envoyons de l'argent. Est-ce qu'on vous le dit quand même? Mais pourquoi il ne va pas... Il peut le dire si le chef de l'État le lui demande.
lui demande est-ce que la FIFA soutient la fédération? Oui. Gianni Infantino ne va pas dire non que nous ne soutenons pas. Oui, nous soutenons la fédération et ça, la fédération que la FIFA la soutient. Maintenant, par rapport à cette tournée, moi je voudrais juste comprendre pourquoi, parce que c'est ce que moi je ne comprends pas. Quel est le but fondamental de cette tournée? Certains disent qu'il est en campagne. Il est en campagne. Voilà, qu'on nous explique, qu'on nous dise que oui, que le président de la FIFA, oui, compte tenu donc de sa campagne pour la prochaine élection à la tête de la FIFA, qu'on nous dise que oui, il va passer à Lomé pour véritablement discuter avec les autorités pour peut-être, pourquoi pas, mettre la pression sur les autorités togolaises à pousser le président de la Fédération togolaise de football à voter pour lui lors du prochain congrès. Qu'on nous le dise, qu'on nous dise que oui, qu'il fera là, qu'il sera... Il va rencontrer les acteurs du football togolais. Qu'est-ce qu'il va dire avec ces acteurs du football togolais? On le saura. Est-ce que ces acteurs de football vont lui poser des questions? Il va visiter quel site? Vous avez parlé du stade de Kéké qui est en construction. C'est là, il ira avec le ministère des Sports, ou bien le ministre des Sports, il ira à la fédération pour aller faire quoi? Moi, donc je me dis vous êtes un peu embrouillé par rapport à je sais ça. que c'est bien cette venue, mais que ça profite véritablement au Togo. Aristide, vous avez dit la dernière fois que c'est une bonne chose et que vous avez soutenu également que sa rencontre avec le président de la République peut-être... bouger la ligne. Oui, bouger la ligne en ce sens que le président de la République peut comprendre à travers la personne de Giovanni Infantino un certain nombre de choses. Vous savez, aujourd'hui, je crois que le projet Forward, aujourd'hui, comme vous le savez, la FIFA est en train de maximiser la communication donc, sur ce projet. C'est un projet qui englobe aujourd'hui une dizaine de projets déjà qui étaient connus par la plupart des pays africains, mais je crois également qu'il est en train de tenir sa parole, compte tenu de ce qu'il avait déjà dit à Nouakchott, en Mauritanie, en février 2018, devant la presse africaine, en disant simplement que le président de la FIFA, celui qui doit être président de la FIFA, ne doit pas être un président qui doit être, disons, dans la tour d'un joli bâtiment. Pas un président de bureau, mais pas un président de bureau, terrain. parce qu'il constate quand même que ça a été toujours le cas. Et donc, lui, il veut toucher les réalités africaines. C'est-à-dire, il a fait une promesse devant la presse africaine en disant simplement que dans les prochains mois, dans les prochaines heures, j'aurai l'occasion de visiter certains pays pour toucher les réalités. Parce que c'est en fonction de ça qu'il peut quand même prendre des décisions en faveur de ces pays pour dire, compte tenu des réalités de ces pays, nous pensons qu'on peut augmenter, par exemple, l'enveloppe, etc., etc. Il a aussi insisté sur le fait que les présidents ne doivent pas être là, les présidents des fédérations africaines ne doivent être là aujourd'hui seulement pour voter. Ils doivent avoir deux voix. La deuxième voie dont il parlait, c'était pour prendre des décisions, pour aider le président de la Confédération africaine et de ce le président de la FIFA à prendre des décisions en faveur des pays africains. Donc je crois qu'en cela, ça peut être quand même une partie des retombées de sa visite. C'est vrai que jusque-là, on a critiqué la dernière fois le fait que jusque-là, on n'a pas une idée sur l'agenda, évidemment, donc, de sa venue. Je crois que normalement, pour des choses comme ça, puisque c'est lui qui a pris l'initiative de visiter ces pays, il devait, sa cellule de communication devait déjà, en commun accord avec la cellule de communication de la Fédération togolaise de football, se dire déjà ce pourquoi il sera là. Parce que, généralement, que ce soit le pape, ou que ça soit une personnalité. Comment se fait-il qu'au Bénin, il y a un programme détaillé? On ne veut même pas dire que non, qu'il sera là. On vous a donné les grandes lignes. On vous a donné les grandes lignes. Les grandes lignes également, on l'a vu également aux côtés du Bénin. Mais il y a un programme détaillé. L'heure à laquelle il sera là, quand il sera l'heure à laquelle il sera chez le président. Bon, peut-être que c'est l'aspect campagne qu'on ne veut pas trop dévoiler, mais il sera là. Parce que je crois que normalement, je ne sais pas qui est accusé dans ces conditions, parce que celui qui prend l'initiative de venir vous visiter, Franck, je viens de la Côte d'Ivoire, je viendrai à Sport FM. Bon, en venant, est-ce que tu peux m'amener par exemple voir M. Angelo Folikwe, M. Atignon Grégoire, voir telle personne, etc., etc. Non, vous n'avez pas la possibilité parce que telle personne sera en reportage, telle personne... Parce que c'est comme ça, même pour des visites officielles... Mais comment se fait-il qu'au Bénin, il y a un programme détaillé? Non, mais la de communication de la FIFA ne l'a pas fait avec la Fédération togolaise. Justement, comment se fait-il qu'au Bénin, il y a un programme détaillé? Vous avez bien posé la question, c'est le Bénin justement. Mais la question de savoir... Le Bénin n'est pas aussi différent du Togo. Non, mais chaque pays a ses réalités. Mais là, par exemple, dans le contexte togolais, je crois que... Quelle réalité? Non, je ne donne pas la raison, par exemple, aux autorités togolaises dans cette situation. Je ne donne pas du tout raison aux autorités togolaises. Mais ce que je dis, je sais quand même que c'est un programme qui se fait de commun accord. Du moment où ce n'est pas vous qui l'aviez invité, si au Bénin, c'était peut-être à nous de mener l'investigation pour savoir comment les Béninois sont arrivés à faire leur programme. Parce que, bon,
qu'ils viennent, qu'ils visitent ou qu'ils ne visitent pas, ça ne En tout changera cas, rien. ceux dans qui le sont quotidien intéressés togolais. par la couverture de la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné de sa secrétaire Samoura Fatma, et puis du président de la CAF, Ahmad, sont obligés d'aller s'inscrire à la fédération togolaise. C'est ça l'agenda. Oui, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez voir après ce qui va se passer. Merci Aristide Covilien, merci Prosper Agoko, Angelo Foliko, merci Grégoire Attignon et l'homme devant, Théo Javon, à bientôt.